Ravi de vous accueillir. On se retrouve comme chaque jour, vous le savez, entre 13h et 16h. Nos tables rondes, nos invités en direct du Mondial de l'Automobile, porte de Versailles à Paris. N'hésitez pas à venir nous voir. Nous sommes sur la grande scène Hall 3 ou sinon restez confortablement installés comme à chaque fois devant votre écran, votre ordinateur, votre téléphone, votre plasma. Vous pouvez nous regarder vraiment grandeur nature si vous le souhaitez pour tout savoir aujourd'hui sur la voiture autonome ou le conducteur assisté. On en parle avec nos invités. Vincent Abadi est avec nous. Bonjour Vincent Abadi, maître expert, vice-président ADAS Stellantis. Merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. À vos côtés, Michel Forissier. Bonjour Michel Forissier, responsable ingénierie chez Valeo. On se connaît parce que vous êtes déjà venu sur le plateau de Mobility TV, sur nos plateaux à Boulogne-Billancourt, et c'est un plaisir de vous retrouver ici au carrefour de la mobilité sur ce mondial. Pierre Maillot est avec nous également. Bonjour Pierre Maillot, vice-président Business Development de X Technologies. Il y a de l'intelligence artificielle dans les véhicules, voilà pourquoi Pierre Maillot est avec nous, et Gérard Yayaoui, le président de Nexat, va nous rejoindre dans quelques instants. Le parc est grand et la porte de Versailles également. Gérard nous rejoint dans quelques instants. Avant d'évoquer l'intelligence artificielle, parce que c'est un point très important, voire névralgique dans la constitution d'une voiture autonome, et avant d'évoquer d'ailleurs la relation entre Stellantis et Valeo, et ce fameux radar, le LIDAR, 3e génération, on en parlera dans quelques instants, j'aimerais avoir votre définition à chacun de ce qu'est la voiture autonome. Tout le monde a une perception plus ou moins précise. Ok, c'est une voiture, on peut lâcher le volant. Mais ce n'est pas que ça, Vincent Abadi, la voiture autonome. Alors oui, alors les définitions, il y en a plusieurs. Hein, il n'y a pas forcément de définition unique. Moi, ce que je dis souvent, c'est que la voiture autonome, c'est quelque chose qui remplace le conducteur. Hein. Ça va se substituer au conducteur et on va devoir recréer l'intelligence de conduite du conducteur. Et un point qui est assez important, c'est que même des conducteurs peu expérimentés ou des conducteurs, des personnes âgées, sont capables de faire des choses assez incroyables quand ils sont au volant pour éviter des accidents, pour simplement gérer la voiture. Et recréer cette intelligence, c'est vraiment le challenge du véhicule autonome. Donc pour moi, c'est ça, c'est comment se substituer à l'intelligence humaine. Et cela veut dire continuer à garder le contrôle du véhicule, mais éviter quelques soucis, quelques incidents? Oui, tout à fait. Alors, c'est surtout le fait que dans l'autonomie, on va progressivement se substituer à l'intelligence du conducteur. Donc on a toujours un peu besoin que le conducteur soit là au début. Et bien sûr, plus on va aller loin, Voilà, parce que pour l'instant, et on va en parler plus en détail, on n'est pas encore à 100% d'autonomie, c'est-à-dire on ne s'installe pas dans la voiture, on fait une sieste, et puis on appuie sur un bouton et on arrive à destination. Michel Forissier, votre définition à vous aussi, alors j'imagine qu'elle est complémentaire, parallèle à ce que vient de dire Vincent Abadi, mais peut-être que vous avez une perception un peu différente. Je crois Vincent a très bien défini le sujet, donc je ne crois pas pouvoir gloser dessus. Je pense que par contre, ce qui est intéressant à comprendre, c'est qu'il y a une progressivité dans la course à l'autonomie de la voiture, dans ce qu'on appelle les niveaux. Dans notre jargon, on a 5 niveaux d'autonomie. On fait en fait des évolutions progressives des fonctions de la voiture, qui sont avant tout des fonctions de sécurité active, qui s'empilent les unes par rapport aux autres jusqu'au point où on arrive effectivement à déléguer la conduite au client, à la voiture, et jusqu'au point où on n'a plus besoin du conducteur. Et donc c'est toute cette progressivité qui est intéressante, parce qu'en fait on arrive à construire une feuille de route de technologie progressive où on trouve des usages particuliers et intéressants à chaque fois. Et donc vous allez voir que sur certaines voitures, on va vous parler de niveau 1, de niveau 2, de niveau 3 ou plus. Et c'est tout cet écosystème de la sécurité active qui était en train de se développer. Voilà, sur les niveaux, on va y revenir en détail dans un instant. Il y en a 5. Pour l'instant, la plupart des véhicules sont au niveau 3 sur l'autonomie. 2, on va passer au 3 là. On est sur le point de passer au 3. Voilà. On ne va pas anticiper, mais en tout cas, on est sur le bon chemin. Pierre Maillot, l'intelligence artificielle, comment X Technologies intervient dans le cadre de cette description qui a été parfaitement réalisée par nos 2 autres invités dans la voiture autonome? Oui, donc effectivement, nous, chez X Technologies, on est une start-up qui se focalise sur la gestion de la donnée. Cette donnée, elle est nécessaire lorsqu'on développe des algorithmes d'intelligence artificielle pour apprendre de nos modèles, développer le software et continuer à obtenir un niveau de fiabilité qui soit suffisant pour justement passer d'un niveau à un autre. Aujourd'hui, en fait, il y a plusieurs approches sur l'autonomie. Il y a des approches où on va partir de niveau 1 à niveau 2 et on va
continuer à augmenter le niveau d'autonomie dans le véhicule en mettant de plus en plus d'assistance. C'est une bonne approche parce qu'en fait, on a déjà des véhicules sur la route et justement, on va apprendre bottom-up. Et il y a un modèle où on va essayer d'arriver à un niveau d'autonomie directement très élevé où le véhicule conduit lui-même. Donc on va partir du niveau 4, niveau 5, qui sont des approches prises par des entreprises comme Google, par exemple. Et là, c'est beaucoup plus compliqué parce que lorsqu'on on doit apprendre de toutes les situations, il y aura toujours une situation nouvelle sur laquelle l'intelligence artificielle n'aura pas été entraînée. Et c'est ça qui aujourd'hui bloque et ralentit le développement du véhicule autonome dans le monde. C'est ça, vous travaillez principalement sur l'extraction des données utiles. Voilà. Il y a un accord avec Google dont on parlera tout à l'heure et votre développement aussi peut-être outre-Atlantique qui est assez intéressant parce que, en effet, j'ai pas envie de dire c'est demain, c'est aujourd'hui déjà. On y est véritablement dans cette voiture autonome. Vous êtes le cerveau. Enfin, vous, principalement. L'intelligence artificielle, le cerveau de la voiture autonome. Alors, nous, on va se plugger sur le cerveau, mais on n'a pas la, on va dire, on n'est pas encore, nous, décideurs du véhicule. Je ne pense pas qu'on le sera, surtout si c'est pour être en concurrence avec Google. Par contre, on va offrir un outil pour que le cerveau, justement, se focalise sur les choses qui soient importantes. Avec l'intelligence artificielle, et on parlera, je crois, de lidar aussi, de caméra, on génère des térabytes de données par heure. Et en fait, plus on développe son intelligence, plus on a de données qui deviennent inutiles. C'est des données sur lesquelles l'intelligence a déjà été entraînée. Et en fait, le processus d'aller extraire la donnée pertinente dans une quantité toujours plus croissante de données devient très coûteux en termes de temps, en termes de ressources pour tous ces acteurs. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va venir aider à identifier la bonne donnée pour extraire la substantifique moelle de cette donnée pour continuer à apprendre de nos modèles. C'est passionnant. Moi, j'ai l'impression d'être dans un film de science-fiction parfois, mais c'est vraiment la réalité et c'est vraiment le présent. Alors, il y a deux entreprises notamment qui sont très en pointe en matière de voitures autonomes, Stellantis et Valeo, qui sont partenaires. Et c'est aussi pour cela qu'on vous a invité, Vincent Abadier et Michel Forissier. Pourquoi d'abord, avant d'évoquer ce fameux lidar, le radar qui permet de sécuriser la trajectoire de la voiture notamment, pourquoi Stellantis a pris conscience ou pourquoi vous avez pris conscience, vous, que c'était l'avenir, qu'il fallait absolument investir dans la voiture autonome? Alors, bon, comme ça a été un peu dit, c'est une démarche progressive. Le véhicule autonome, ce sont d'abord des fonctions qui vont améliorer la sécurité de conduite. Ça a commencé comme ça. Maintenant, la plupart des véhicules sont équipés de systèmes, par exemple, de freinage automatique. C'est-à-dire que si un obstacle arrive devant vous, le véhicule, dans la plupart des cas, va être capable de freiner tout seul. Et ça se fait avec des technologies qui sont des technologies qui vont initier le véhicule autonome. Rien à voir avec la voiture connectée ou justement ses cousins? Ses cousins, mais ça a commencé, on va dire, sans la partie connectivité. La connectivité va intervenir comme un complément. Mais au début, qu'est-ce qu'on a? On a des radars, on a des caméras. Et ces radars et ces caméras détectent les obstacles et on va freiner automatiquement. Ça, c'est présent chez Stellantis, quasiment tous nos véhicules. Et après, l'idée qui va derrière, c'est de dire, mais je vais aussi assister le conducteur dans sa tâche quotidienne de conduite. Quand il est sur autoroute, parce qu'on connaît l'adaptive cruise control, tout ce genre de système, le système, il est automatisé. Mais j'ai encore besoin d'un conducteur derrière le volant parce que le système, il ne marche pas à 100% des cas, etc. Et en fait, c'est toute cette démarche progressive qui nous amène à penser à cette automatisation. C'est-à-dire aider le conducteur dans sa tâche quotidienne et lui permettre de ne plus se soucier de la tâche de conduite. Et surtout de regagner du temps aussi derrière. C'est vraiment le point fondamental. Il va regagner du temps parce que être sur autoroute à 130 km/h, c'est pas toujours très intéressant. Voilà, c'est ça l'idée. L'autonomie, elle atteint combien en termes de pourcentage aujourd'hui? La voiture autonome, elle est à combien? 60%? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut se dire qu'on est en sécurité? J'aurais tendance à dire à peu près. Alors, est-ce que c'est pas linéaire? Le problème n'est pas linéaire. C'est-à-dire que on est peut-être à 50% d'autonomie, mais les 50% qui nous restent pour atteindre le niveau d'autonomie maximum sont très conséquents. Donc en fait, on pourrait dire peut-être 50% puisqu'on est au niveau 2,5, on va dire. C'est ça, bientôt 3. Le 3, il y a des premières applications de niveau 3 qui arrivent en fait en ce moment. Donc voilà, on est en train de rentrer sur le niveau 3. Alors le niveau 3, pour expliquer ce que c'est simplement que dans certaines circonstances, le conducteur n'est plus obligé de regarder la route, ni de tenir les mains sur le volant, ni de s'occuper des pédales. Il peut lire son journal. Ce qui peut faire un peu peur au commun des mortels tout de même. Quand on entre dans un véhicule, on se dit, tiens,
je monte dans ma voiture et je vais pouvoir lâcher le volant et ne plus regarder la route. Alors, c'est dans certaines circonstances, hein. Au début, on est plutôt Oui. sur de la basse vitesse, en embouteillage. Et puis, on va étendre progressivement le domaine de vitesse. On est effectivement aussi sur des vitesses plus réduites, même si désormais la réglementation va changer. Là, c'était limité à 60. Oui. On va passer à 130 km/h. On Tout à va en fait. parler dans quelques instants. Je crois que vous vouliez réagir, Pierre Maillot, justement sur ce pourcentage, la voiture autonome à 100%. Est-ce que ça arrivera un jour d'ailleurs? Alors, je voulais réagir dans le sens où, en fait, le pourcentage d'autonomie, c'est difficile de le quantifier si on sort de son contexte. Aujourd'hui, à San Francisco, on a parlé de Google, il y a Cruise également qui a été racheté par General Motors. Il y a des robotaxis, des véhicules autonomes sans chauffeur qui sont en train de tourner. Alors, principalement de nuit et sur des passagers qui ont été volontaires pour pouvoir utiliser le service. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le niveau d'autonomie de ces véhicules-là, il est extrêmement élevé. Puisqu'ils sont capables d'aller d'un point A à un point B sans chauffeur. Sauf que si je prends ce véhicule et que je le mets à Paris, eh ben, il ne saura plus circuler puisqu'il a appris dans les rues de San Francisco Oui. avec une législation américaine. Là, il peut surtout circuler sur les voies rapides et Voilà. autoroutes. Mais mettez-le sur Charles de Gaulle Ah oui, Étoile c'est ça. et ce sera un gros problème. Oui. Du coup, c'est pour ça qu'on parle d'intelligence. En fait, l'intelligence, elle va tout le temps continuer à devoir reprendre de la donnée. Et en fait, les données que Waymo a utilisées pour apprendre, entraîner son véhicule à San Francisco, ils vont devoir réentraîner en fait leur véhicule quand ils vont aller le déployer. Là, ils vont à Los Angeles cette semaine et dans d'autres villes, etc. Donc, en fait, le niveau d'autonomie, il est très, très, très contextualisé. Absolument. Je passe un message évidemment sur la scène, mais Gérard Yayaoui, le président de Nexat, va nous rejoindre. Mais s'il est en approche ou s'il est dans les parages, si vous nous entendez, parce qu'il y a beaucoup de monde autour de nous, évidemment. Apparemment, notre équipe nous dit dans 2 minutes qu'il n'hésite pas à venir à s'installer en direct pour échanger et pour converser avec nous. Parce qu'on est en direct, Michel Forissier, évidemment. C'est comme, mais on n'a pas de lidar, vous voyez, pour savoir où sont les gens. Alors que le radar mis au point par Valeo, vous pouvez nous en parler. Alors, pour la un lidar, voiture un lidar, autonome. c'est pas tout à fait un radar, je vais y venir. Pour rebondir sur ce que vous disiez, je crois qu'il faut voir qu'il y a un marché qui est en train un peu de se différencier entre des usages, on va dire, professionnels, typiquement le transport de personnes ou le transport de cargo, de biens, qui peut être totalement automatisé, comme vous le disiez, à San Francisco ou dans certaines villes. Donc on croit beaucoup aux robotaxis ou aux robots de livraison qui peuvent être demain matin, ça existe déjà en Chine, ça existe en Californie, pour faire de la livraison et pour faire du service 24/7. Notamment si vous êtes une personne âgée, vous avez besoin d'aller à l'hôpital de nuit sous la pluie. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas prendre votre voiture, un robotaxi peut vous emmener. Et puis les voitures personnelles de monsieur, madame, tout le monde, on en est aujourd'hui au niveau 2,5 sur la plupart des voitures, comme le disait Vincent. Nous, on a réussi à faire des niveaux 3 avec Mercedes et avec Honda, qui sont en production aujourd'hui, grâce au lidar. Je vais venir sur ce qu'est le lidar. Et on est les seuls au monde à avoir fait ça et à mettre ça en production. Vous nous dites, Michel Forissier, le lidar n'est pas un radar. Alors le lidar, c'est un scanner laser. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez un faisceau laser qui balaye l'environnement devant la voiture à 25 oscillations par seconde et qui vous recrée une visualisation 3D de l'environnement devant la voiture en temps réel jusqu'à 200 mètres de distance. Et avec ça, vous voyez des choses que les caméras ne voient pas, vous voyez des choses que les radars ne voient pas et vous voyez des choses que les caméras infrarouges ne voient pas. D'accord. Nous, on cite typiquement l'exemple d'un morceau de pneu qui est à 200 mètres sur l'autoroute, noir sur noir, une caméra ne le voit pas. C'est du caoutchouc, le radar. Il détecte les obstacles, en fait, Il c'est ça. détecte ça. Et donc, Quel qu'il soit. à 130 à l'heure sur autoroute, puisqu'on en parle, ça fait 40 mètres par seconde. Vous avez le temps, si c'est à 200, vous avez 5 secondes pour réagir, anticiper, freiner ou éviter. Et ça, c'est indispensable. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de niveau 3 sans lidar. Ouais. Je vais demander à nos équipes un petit verre d'eau pour Gérard Yayaoui qui vient d'arriver. Bonjour, je vous salue. Je sais que vous êtes venu en courant pour nous rejoindre et être à l'heure. Merci d'être là. On fait aussi du sport chez Nexat. Mais je vois ça, c'est très très bien. Et alors, c'était autonome ou pas autonome pour venir jusqu'ici? Ah, j'étais autonome. Autonome J'ai totalement. Des chaussures autonomes. Très bien, on vous amène un petit verre d'eau pour vous désaltérer, mais je vous cède la parole si vous êtes d'accord, Gérard Yayaoui, puisqu'on est en train d'échanger, de converser depuis quelques minutes avec nos invités sur la voiture autonome. Et on a évoqué évidemment l'intelligence artificielle avec Pierre Maillot. Moi, j'aimerais que vous me parliez effectivement de Nexat, dont vous êtes le président, et comment vous intervenez, vous, dans le cadre de la voiture autonome qui existe aujourd'hui. Oui, alors nous, donc, on a développé un module d'IA qui mesure à chaque instant la prudence de conduite au vu du contexte. Et donc, ça permet de répondre à plein de questions. Par exemple, Euro NCAP demande à ce qu'on affiche les vitesses. Nous, on va chercher quelle est la vitesse prudente
Donc on peut afficher au tableau de bord la vitesse, ça fonctionne. On a une démo là-dessus avec notre véhicule Dream Motor One. On peut dire à une ACC, si la prudence est trop faible, alors ralentir, sinon accélérer jusqu'à la vitesse limite. On peut faire du monitoring d'un véhicule autonome. Qu'est-ce que c'est le monitoring d'un véhicule autonome? C'est de la surveillance. On va surveiller en temps réel. Est-ce que finalement le véhicule autonome prend des risques ou pas? Donc on va pouvoir l'informer. Donc il y a plein d'applications. On n'en a pas encore vu le bout. On travaille avec des EOM pour comprendre nous-mêmes la richesse de notre solution aujourd'hui. Évidemment. Cela passe, Vincent Abadie, forcément par l'intelligence artificielle. Il n'y a pas d'autre alternative. Alors oui, l'intelligence artificielle, elle est déjà présente sur les véhicules d'aide à la conduite, sur la partie ce qu'on appelle la perception. Donc dans les caméras, vous avez déjà des modules d'intelligence artificielle qui vont reconnaître les piétons, les obstacles, lignes, les marquages au sol, etc. Donc ça existe déjà et il y a des déploiements depuis des années. Ce qui va être nouveau avec le véhicule autonome, c'est qu'on va chercher aussi à mettre de l'intelligence artificielle, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour se substituer au conducteur. Donc, recréer l'intelligence humaine dans sa prise de décision. Et c'est ça qui est assez fondamental, c'est que on s'est rendu compte que pour les niveaux les plus hauts d'autonomie, cette intelligence artificielle, elle doit être présente sur tous les algorithmes, toute l'électronique qui est embarquée dans ces véhicules. Les véhicules actuels de niveau 3, par exemple, on a fait référence sur les premières applications de niveau 3, utilisent assez peu l'intelligence artificielle aujourd'hui. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles elle s'est relativement limitée. On a parlé de 60 km/h, sur situation d'embouteillage, etc. Si on veut aller plus loin, on a parlé du robot de taxi, par exemple, le robot de taxi utilise de manière massive l'intelligence artificielle. C'est en tout cas la seule manière qu'on voit aujourd'hui de faire des choses aussi compliquées. On va revenir au lidar dans un instant, troisième génération bien sûr, qui est utilisée, adaptée chez Stellantis. Mais je vous cède encore la parole, Vincent Abadie, parce que je crois savoir que pour générer et pour évaluer la vitesse des véhicules autonomes, vous avez fait des tests sur l'autoroute A86. Alors oui, c'est pas très loin d'ici, je le précise, pour celles et ceux qui nous rejoignent, qui viennent peut-être aussi de province, des tests récents sur la 86. Tout à fait. Alors, pour adresser, on va aller encore un cran plus loin. Si on veut aller aux hautes vitesses sur autoroute, typiquement, il y a beaucoup de Donc cas, à 130. Quoi, à 130. 130. Il y a beaucoup de cas particuliers que vous allez rencontrer sur l'autoroute. Si vous roulez sur l'autoroute, des fois il y a des travaux, des fois il y a des grandes flèches, là, ça s'appelle les flèches de rabattement par exemple. Vous, quand vous conduisez, vous les voyez à peu près à 500 mètres. Et donc, vous voyez une flèche de rabattement sur votre voie, qu'est-ce que vous faites? Vous changez de voie, mais bien avant de voir la flèche de rabattement. Si je prends les technologies actuelles, je vais détecter une flèche de rabattement avec un lidar, avec un radar, mais je vais le détecter peut-être un peu tard, c'est-à-dire quand je vais arriver devant la flèche. Et qu'est-ce qui va se passer? Je vais déclencher un freinage automatique devant la flèche. Bon, le client ne va pas être très content, il va se dire « Oh là là, mon système n'est pas très intelligent » et c'est même éventuellement dangereux. Alors, c'est là où la connectivité intervient. Vous avez parlé tout à l'heure de la connectivité. Oui. Et si je travaille avec une flèche qui est connectée à mon véhicule, j'ai l'information par le réseau mobile, comme le téléphone, qu'il y a une flèche dans 1 km. Je peux anticiper, mon véhicule autonome peut anticiper et se rabattre. Et c'est exactement ce qu'on fait avec Vinci, quand on travaille sur le tunnel de la 86, c'est qu'on travaille sur toute la connectivité, tout ce qu'elle peut amener pour le véhicule autonome, alors en particulier sur autoroute à haute vitesse, mais ça peut être vrai aussi dans les situations urbaines, avec des feux connectés, des choses comme ça. Ça ne tombe jamais en panne? Parce que quand on est connecté de partout, il ne faut pas avoir de problème de batterie, ou il ne faut pas qu'il y ait de coupure de courant, par exemple. Voilà, donc d'où l'intérêt d'avoir ce qu'on appelle de la redondance. Pas seulement un seul système sur lequel on compte, j'ai toujours mes capteurs embarqués, j'ai éventuellement plusieurs moyens de communication, voilà, c'est 2, 3, voire 4 redondances, un peu comme dans l'aéronautique. Michel Forissier, quelques mots sur le lidar. Vous avez décrit ce dont il s'agissait et en effet ce n'est pas un radar, enfin en tout cas ce n'est pas qu'un radar en effet, mais il y a plusieurs générations de lidar. C'est-à-dire que le tout dernier, troisième génération, il consiste en quoi? Quelles sont ses forces? Alors, il est beaucoup plus précis, il voit beaucoup plus loin et il a une bien meilleure définition. Là, si vous allez sur le stand Valeo, vous allez voir une image en grand écran qui est présentée où on a 10 millions de points par seconde qui sont scannés. 10 millions de points par seconde. 10 millions de points par seconde sur un angle de 20 degrés avec une résolution de 0,05 degrés, donc un truc très très précis, et ce qui permet d'augmenter vraiment l'environnement 3D et la construction de l'environnement 3D. Et pour rebondir sur ce que disait Vincent Abadie, au-delà de la détection et du traitement de ce qu'on appelle la notation ou la reconnaissance des objets qui sont dedans, on peut faire aussi de la prédiction
Parce que dès lors que vous avez modélisé l'environnement autour de vous, vous pouvez imaginer ce qui va se passer. Par exemple, on sait identifier un piéton qui est en train de passer entre deux voitures et qui va peut-être traverser. Auquel cas, la voiture, elle, va réagir et va freiner en prudence, pour reprendre ce que disait Gérard Yaoui tout à l'heure, de façon à éviter une situation qui pourrait être à risque. Et donc, tout ça est couplé. Vous avez besoin de capteurs extrêmement performants. Vous avez besoin d'un calculateur de haute puissance qui est dans la voiture, qu'on appelle un domaine contrôleur. Le logiciel embarqué dans le calculateur, donc on fait tout ça. Et dans ce logiciel, vous avez toutes les couches d'intelligence artificielle dont on parle depuis tout à l'heure. Absolument. Gérard Yaoui, justement, quelle est la marge de progression encore de ces programmes, de cette intelligence artificielle? La marge de progression, elle est toujours infinie. Ça s'appelle le progrès, c'est-à-dire que. Oui, mais est-ce que ça veut dire qu'on arrivera à 100% un véhicule connecté à 100%? Est-ce que ce sera possible? Est-ce qu'on peut l'imaginer un jour? Alors, on peut tout imaginer, mais nous chez Nexiad, on a peut-être une vision, je ne voudrais pas choquer les OM, mais nous, on regarde dans notre horizon, c'est-à-dire à 5-7 ans, on pense que le marché, il est en level 2, d'accord? Parce que les gens, ils veulent pouvoir avoir un véhicule mieux qu'une Tesla, qui a été le premier, mais on peut faire beaucoup mieux. Donc mieux qu'une Tesla en ville, qui conduit de manière quasi autonome avec le conducteur qui surveille. Ça va permettre de récupérer pour les OM énormément de data. Oui. Et donc de sauter peut-être des étapes dans les level 3, 4, 5, parce qu'une fois qu'on a un véhicule qui marche quasiment parfaitement partout, il y a encore un problème de responsabilité juridique, c'est-à-dire on ne le passe pas en level 3, on ne le passe pas en level 4, en level 5, mais on pourrait, entre guillemets, mais on récupère de la data et là on va travailler sur la fiabilité, ce genre de choses. Donc nous, c'est en tout cas dans la stratégie Nexiad, on est tout petit, mais c'est ça qu'on a écrit et on essaye d'aider nos clients OEM pour aller vers ça, c'est-à-dire battre Tesla déjà dans un premier temps, très vite, et puis derrière collecter toutes les datas, tout connecter, parce que notre IA, par exemple, elle agrège toutes les datas, c'est-à-dire les capteurs, la carte de navigation, le V2X, donc les informations télécom, si on a le grip de la route, excusez-moi, je finis par parler anglais à force, je deviens fou. Vous pouvez, allons-y. On est retransmis aussi sur Reuters TV, donc on peut parler anglais. Il y a d'ailleurs des émissions et tables rondes en anglais sur cette antenne. Et donc on agrège tout ça et on pense qu'une fois qu'il y aura beaucoup de kilomètres avec un véhicule qui sait entre guillemets tout faire, mais qui a le droit à l'erreur, donc le conducteur surveille, toutes les datas vont permettre de sauter des étapes et d'aller vraiment très vite sur la promesse finale du véhicule autonome, sans passer par toutes les étapes qu'on a entendues, qui sont bien, faute de mieux, mais le big data d'un véhicule totalement autonome en level 2, ça peut être vraiment très précieux. C'est notre vision, alors c'est ce qu'on essaye de vendre à nos clients en fait. Vous avez prononcé le nom de Tesla 2 ou 3 fois, Gérard Yaoui. Est-ce que ça veut dire que c'est un véhicule référent ou est-ce que c'est un véhicule rival qu'on essaie de dépasser? Nous, on ne fait pas de véhicule, mais disons que Tesla a mis un coup de pied dans la fourmilière. Pardonnez-moi, je vous paraphrase un tout petit peu. Vous avez dit essayer de dépasser, de battre Tesla tout à l'heure. Oui, bien sûr, on peut les battre vraiment de beaucoup, vraiment de beaucoup. Et avec des choses, une IA qui est assez simple à implanter. Donc en fait, il n'y a aucune raison de ne pas le faire, de reprendre des parts de marché. Et nous, on a étudié leur méthode, c'est-à-dire qu'on a une Tesla chez Nexiad et on est testeur, donc on sait qu'ils récupèrent des datas, etc. Et donc, il n'y a aucune raison de ne pas pouvoir le faire, et avec peut-être une meilleure qualité, parce qu'ils sont partis dans des solutions techniques d'IA assez ambitieuses, mais qui sont peut-être des cul-de-sac. Pierre Maillot, la récupération de data, on en parlait avec vous tout à l'heure, avant que d'ailleurs Gérard Yaoui nous rejoigne. Dans votre accord avec Google, qui investit chez X notamment, est-ce que vous vous inscrivez dans la même politique, la même stratégie que votre camarade? Oui, alors là où en fait Tesla est intelligent, c'est qu'en fait, comme on l'a dit jusqu'avant, l'intelligence artificielle, augmenter son autonomie, ça dépend de la data qu'on va remonter. Sauf que Tesla aujourd'hui, ils ont des millions de conducteurs qui leur remontent de la donnée sur la performance de leur véhicule et donc qui va leur permettre d'améliorer ces niveaux d'autonomie petit à petit parce qu'ils ont des millions de kilomètres qui peuvent justement remonter et ils ont des moyens comme le nôtre de remonter la donnée plus pertinente. Quand on essaie de développer un véhicule autonome dès le début avec un niveau d'autonomie 4, on va devoir faire des
roulage de tests qui vont nous coûter beaucoup d'argent, puisqu'en fait, on ne va pas générer de revenus, et qui va nous prendre encore plus de temps parce que le niveau d'autonomie demandé est très très élevé. Et c'est une approche différente, mais je pense que c'est à ça que faisait référence Gérard. Absolument. Et donc c'est intelligent effectivement de progresser dans le niveau d'autonomie. Pour revenir à la question sur Google, Google a investi à travers un programme, le Google Black Founders, dans l'entreprise. On a effectivement beaucoup de relations avec le marché US. Moi-même, j'ai travaillé 5 ans aux États-Unis et nos 3 cofondateurs ont tous vécu à un moment de leur vie. Et le business de votre en écosystème Californie. est plutôt aux États-Unis? Alors, on a fait un programme Techstars, un programme qui est un programme très réputé pour les startups qui nous permettent d'accélérer. Uber a fait d'ailleurs ce programme-là il y a quelques années. Et aujourd'hui, on a des clients qui utilisent notre software, qui sont basés dans la Silicon Valley et qui développent de l'intelligence artificielle pour le véhicule autonome. Donc pour nous, c'est clair que la relation avec les États-Unis, elle est très importante. Michel Forissier. Alors, je pense qu'il y a une chose que peut-être les gens ne savent pas. Bien le micro devant votre menton. Je pense qu'il y a voilà, des gens parfait. les choses que les gens ne savent peut-être pas, c'est qu'on a une filière d'excellence de l'IA en France. Parce que nous, par exemple, on a ouvert un laboratoire d'intelligence artificielle qui s'appelle Valeo.ai, avec des chercheurs. On a des académiques comme l'INRIA qui sont des gens très pertinents dans ce domaine-là. On a des startups comme celles qui sont présentes ici. Et en fait, on travaille avec les gens du monde entier. Donc, bien sûr, il y a la Californie. On travaille aussi avec les Californiens. Nous aussi, on travaille avec Google, etc. Bien sûr. Mais fondamentalement, la France a une filière d'excellence liée à sa culture mathématique. Et il y a d'excellents chercheurs en intelligence artificielle. Il y a des gens de Google DeepMind qui sont en France, qui travaillent en France. Donc il faut aussi savoir que le savoir-faire, il est ici. On a les talents, on a les gens, on a les jeunes ingénieurs qui sont très très doués. Et on est capable de développer nous-mêmes les algorithmes et toutes les logiques sophistiquées qui ont été évoquées par mes collègues ici tout à l'heure. Et évidemment, on met ça dans les solutions constructeurs. Les constructeurs travaillent avec nous. Enfin, on travaille tous dans un écosystème qui est assez cohérent. C'est très important de le préciser. Vous avez bien fait d'intervenir par rapport à ça. Le temps qui nous est imparti s'achève. Juste une question, un tour de table rapide et là, une réponse par oui ou par non. Et si vous voulez rajouter un petit commentaire, vous pouvez. Quand le véhicule autonome sera vraiment d'un usage très courant, adapté au commun des mortels et que ce sera vraiment dans la vie de tous les jours, est-ce que vous-même, personnellement, vous utiliserez une voiture autonome? Gérard Yayaoui. Oui, oui. Oui, oui, très bien. 2 oui pour Gérard. Vincent Avadi. Oui, évidemment. Oui. Oui, évidemment. Très bien. Non, mais il y a de la sincérité hein, dans ce que vous dites, évidemment. Et sachez que cette émission est enregistrée, donc on peut ressortir les bandes à tout moment. Michel Forissier. Oui, avec des systèmes Valeo dedans. Évidemment, bien sûr. Pierre Maillot, vous allez dire? Ouais, je veux dire oui aussi. Oui aussi, très bien. Je veux dire oui aussi. Ce que je voudrais juste préciser, c'est que pour les gens qui sont autour de nous, que la fantaisie du véhicule autonome qui vient nous rechercher devant chez nous et qui va nous emmener à l'aéroport et qui va conduire de manière complètement autonome de A à B, Comme elle est dans les encore films loin. futuristes. Par contre, que l'autonomie dans le transport, type transport de marchandises, livraison, un shuttle qui va faire un tour de campus, ce sont des applications qui vont voir le jour beaucoup plus rapidement. Très très vite. Dans quoi? Dans 1 an, 2 Ah, ans? c'est ma- C'est dès maintenant. maintenant, ouais. C'est maintenant. C'est maintenant. Très bien. Bon, c'est le cas. Très bien. Tout le monde me dit c'est maintenant, donc je me tais. Merci infiniment à tous les 4. Merci beaucoup. Merci de nous avoir accompagnés. Sujet passionnant, hein, évidemment, la voiture autonome, le conducteur assisté. Merci de nous avoir suivis. D'autres émissions à venir. Vous ne bougez pas. Joli programme jusqu'à 16h, comme chaque jour en direct du Mondial de l'Automobile sur Mobility TV. À tout à l'heure.